Bonsoir à tous. Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19h de Public Sénat. Voici les titres de ce jeudi. François Hollande à Moscou. Aujourd'hui, il évoque des progrès dans la relation avec la Russie de Vladimir Poutine, mais une divergence majeure demeure sur la Syrie de Bachar el-Assad. Paris réclame son départ, pas Moscou. Par ailleurs, le président français a fait profil bas sur la question des droits de l'homme en Russie. Débat ouvert tout à l'heure dans le 19h avec nos invités sur la réalité de la Russie aujourd'hui. Le référendum d'initiative populaire et parlementaire voté il y a quelques instants par le Sénat, mais il y a peu de chances qu'il puisse être utilisé. Trop complexe. Créateur d'emplois, le web est un moteur de croissance, mais la France est à la traîne dans le très haut débit indispensable pour transmettre les données. Un rapport sénatorial s'alarme et nous recevrons l'élu de l'Oise, Yves Rome, dans cette édition tout à l'heure. Mais d'abord, Benoît XVI, il a tourné la page de son règne. Il s'est installé pour 2 mois dans la résidence d'été des papes à Castel Gandolfo, avant de se retirer donc dans un monastère. Et ce sera à nouveau au Vatican. On l'a vu aujourd'hui une dernière fois, pour l'occasion en tenue d'apparat, capeline sur les épaules. Marie Brémaud. Tous les regards des catholiques du monde entier étaient tournés aujourd'hui vers Rome et le Vatican. La communauté chrétienne a perdu aujourd'hui son guide. Elle se trouve orpheline pour quelques semaines. Benoît XVI s'est envolé pour la résidence de Castel Gandolfo, le temps du conclave et de l'installation du prochain pontife. Et Spiritus Sanctus. Avant de partir, un ultime adieu empreint d'émotion et de gravité à une centaine de cardinaux présents pour l'occasion. Et parmi eux, sans doute, se trouve le successeur du pape allemand. Déjà, les rumeurs et les bruits courent. Certaines figures se détachent, comme l'italien Monseigneur Angelo Scola ou bien le ghanéen Peter Turkson. Mais l'archevêque du Québec ou quelqu'un originaire d'Amérique latine, continent très pieux, ont également leur chance. Sa désormais sainteté Benoît XVI, pape émérite, son nouveau titre, a promis à son successeur une obéissance inconditionnelle. Le Sénat a voté les modalités du référendum d'initiative partagée. 1/3 des parlementaires et 1/10 des électeurs. L'UMP a inscrit à l'ordre du jour ce texte prévu par la révision constitutionnelle de 2008, auquel les opposants au mariage gay ont tenté de recourir. Plus généralement, ce référendum semble très difficile à mettre en œuvre. Jérôme Rabier. Mesure phare de la réforme constitutionnelle de 2008, le référendum d'initiative partagée n'a jamais été approuvé par le Sénat. C'est désormais chose faite avec un texte voté à l'unanimité par la Haute Assemblée. Mais à droite comme à gauche, on sait que ce ne sera sans doute jamais appliqué. La bonne nouvelle, c'est qu'on finit par appliquer la Constitution. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il ne s'appliquera jamais parce que les conditions d'application sont telles que récupérer 4,5 millions de signatures en 6 mois et puis être sûr que le Parlement n'en discutera pas pour qu'on puisse faire un référendum, ça me paraît beaucoup de conditions qui ne seront malheureusement, à mon avis, jamais remplies. Trop de conditions devront être réunies pour lancer une telle initiative. D'abord qu'un 5e des parlementaires dépose un projet de loi référendaire validé par le Conseil constitutionnel. Ensuite qu'un 10e des électeurs, soit 4 500 000 personnes, signent une pétition soutenant le projet. Enfin qu'aucune des deux assemblées ne se saisisse du texte dans les 9 mois qui suivent son dépôt. En clair, il n'y aura sans doute jamais de référendum de ce type. La gauche qui n'avait pas voté la réforme constitutionnelle assume en mettant en avant les maigres avancées du texte. Ça donne l'illusion du référendum d'initiative populaire, mais en fait, qu'est-ce que c'est? C'est une pétition pour obliger le Parlement à traiter d'un sujet, tout simplement. C'est donc bien les parlementaires et non les citoyens qui gardent le pouvoir de déposer un texte et de le voter. Si tous les partis ou presque se targuent de vouloir donner plus de pouvoir au peuple, ce n'est pas avec le référendum d'initiative partagée que l'on passera des discours à la réalité. Le Sénat qui a également donné son feu vert il y a quelques instants à la reconnaissance du vote blanc. Les votes blancs à l'avenir seront comptabilisés à part sans toutefois être considérés comme des suffrages exprimés. Les associations qui distribuent de l'aide alimentaire ont été entendues par le gouvernement. Les plats retirés parce qu'ils contiennent de la viande de cheval pourront être redistribués. Annonce du ministre de la Consommation, Benoît Hamon. Mélanie Bontemps s'est rendue au Secours populaire pour obtenir la réaction de son président qui avait réclamé cette mesure. Julien Lauprêtre. Cette idée qu'il pouvait y avoir de la destruction
de marchandises, pour nous, ça nous mettait hors de nous, vous voyez. Notre grande idée, c'était que vraiment, il n'y ait aucune destruction. À deux conditions. La première, c'est qu'on ait l'assurance que les marchandises que nous allons donner soient vraiment de bonnes marchandises, c'est-à-dire qu'on ait l'assurance que du point de vue sanitaire, il n'y ait vraiment aucun problème. Et deuxièmement, qu'elles soient étiquetées pour que les familles sachent bien de quoi elles retournent. Mais avec ces deux conditions, nous sommes prenants parce qu'il y a des gens qui, en France, souffrent de la faim. Et de leur donner à manger, pour nous, c'est vraiment extraordinaire. Au Salon de l'Agriculture, où ces questions liées à la sécurité alimentaire pèsent sur l'ambiance cette année, le président du Sénat s'est livré aujourd'hui au rituel de la visite des stands. Les préoccupations des exploitants n'ont pas été oubliées. Cécile Sixou. Alors c'est lequel? C'est le monsieur. Bonjour monsieur le président du Sénat. En passant dans les allées du salon, surprise pour cette visiteuse, le président du Sénat en pleine discussion avec des éleveurs d'agneaux du Quercy. Aujourd'hui, dans la plus grande ferme de France, Jean-Pierre Bel a suivi au pas de course un programme minuté. Ici, avec les jeunes agriculteurs, il a tendu l'oreille. On voudrait qu'il y ait une réelle complémentarité entre les aides de l'État et les aides des régions et que ça ne se fasse pas concurrence. Une manière pour lui de prendre le pouls des territoires au plus près. Nous représentons le territoire et l'ancrage de l'agriculture sur le territoire nous amène toujours à être très concentrés sur ces sujets. Autre passage obligé cette année, la viande. En attendant Stéphane Le Foll, il s'entretient avec les responsables de la filière sur le scandale de la viande de cheval. Je souhaitais encore pouvoir continuer à mélanger dans une assiette de bourguignon, un morceau venant de Suisse, un morceau venant de Roumanie. L'arrivée du ministre détend l'atmosphère. Peut-être qu'on invite le président du Sénat, on pourrait peut-être avoir un petit de champagne. Ah bah oui, le petit coupe. Car le salon, c'est aussi un autre parcours, celui de l'endurance. Sur le stand de la Martinique, Jean-Pierre Bel n'échappera pas à la tradition du rhum. Nouvelle perquisition aujourd'hui chez Claude Guéant, après celle d'hier en lien avec le dossier Tapi Lagarde Adidas. Et bien cette fois-ci, les locaux de l'ancien ministre de l'Intérieur ont été visités dans le cadre de l'enquête menée sur les accusations de financement de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007 par la Libye de Kadhafi. Le dégel à Moscou, c'était l'objectif de la deuxième rencontre Hollande-Poutine à l'occasion de la première visite du président français à Moscou. Au-delà d'une relation personnelle qui reste à construire, des divergences sur la Syrie opposent toujours les deux pays. Joachim Robe. Une rapide poignée de main, quelques sourires de façade et une gêne manifeste. François Hollande en visite chez Vladimir Poutine, mais visiblement, le courant ne passe toujours pas. Les deux hommes sont très différents. L'un est macho, quelqu'un qui aime se montrer, quelqu'un qui fait jouer son physique, qui s'amuse à faire des exploits extraordinaires, chevaucher torse nu. Il n'y a rien de plus opposé à l'image que dégage François Hollande. Deux personnalités opposées et de nombreux désaccords. Le principal, la Syrie. Paris soutient l'opposition, Moscou défend le régime de Bachar al-Assad. Autre sujet de friction, les droits de l'homme. Vladimir Poutine s'agace des critiques françaises et du soutien de Paris au Pussy Riot. Un président russe ravi de prendre sa revanche en déroulant le tapis rouge à Gérard Depardieu. Alors, la Russie, meilleur ennemi de la France, plutôt un partenaire inflexible mais incontournable. Ce sont deux membres permanents du Conseil de sécurité, ce sont les deux puissances nucléaires continentales, et ce sont deux pays qui, d'une certaine manière, considèrent que leur positionnement diplomatique a été altéré par la fin de la guerre froide. Vladimir Poutine et François Hollande sont donc condamnés à s'entendre. C'est pour cela et pour attirer les investissements russes que le président français, accompagné aujourd'hui d'une quinzaine de chefs d'entreprise, a donné à cette visite une tonalité économique. Et avec nous donc Yves Pozzo-di-Borgo, bonsoir, sénateur et vice-président centriste du groupe France-Russie du Sénat. Merci d'être avec nous. Avec nous Jean-Marie Fardeau, qui est le directeur du bureau français de Human Rights Watch, qui dénonce les atteintes aux libertés fondamentales en Russie aujourd'hui, plus que jamais, dites-vous. Et puis Arnaud Kalika est également avec nous, spécialiste de la Russie et puis auteur de L'Empire aliéné, il y a quelques années maintenant, le système du pouvoir russe. Voilà, alors les droits de l'homme donc n'ont jamais été au cœur des relations franco-russes, me semble-t-il, depuis quelques années, en tous les cas du temps de Nicolas Sarkozy. Pourquoi est-ce que, M. Fardeau, selon vous, ça devrait être différent avec François Hollande ?
Pourquoi? Parce que ce président, alors qu'il était candidat, fin 2011, a tenu des propos extrêmement fermes sur la situation en Russie, extrêmement encourageants pour se dire que finalement il allait, quand il serait au pouvoir, avoir un certain courage politique pour dire ce qu'il pense de la situation en Russie, comme la Russie aurait le droit de dire ce qu'elle pense de la situation en France. Aujourd'hui, à Moscou, le président français a dit qu'il n'était pas là pour juger, qu'il n'était pas là pour évaluer, pour simplement constater lorsqu'il y a des manquements. C'est le service minimum. Là, c'est très minimum, trop minimum de notre point de vue, d'autant plus qu'il n'a même pas explicité qu'est-ce qu'il avait constaté. Or, on lui avait quand même, je pense, les uns les autres, fait savoir par son entourage quels étaient les points les plus importants en matière notamment des différentes lois qui sont passées depuis la réélection de M. Poutine, des lois qui sont extrêmement liberticides, limitant le droit de manifester, limitant l'expression sur Internet, limitant le droit de travailler quand une association non gouvernementale financée par l'étranger. Donc toute une série de lois. On aurait aimé que le président précise quels étaient ces fameux constats qui le poussent à dire qu'il y a des problèmes en Russie. Alors, Monsieur Potosi-Borgo, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous estimez que François Hollande a raison de mettre en sourdine aujourd'hui, face à Poutine, certains de ses engagements de campagne? Monsieur est une ONG financée par les Américains. Le problème, c'est la façon dont les Américains, c'est bien ça, M. Soros, et la façon dont les Américains, si vous voulez, regardent la Russie. Le problème de la Russie, c'est un problème européen. C'est-à-dire qu'on a vraiment besoin, si vous voulez, entre la Russie et l'Europe, d'avoir d'autres relations. On est complètement dépendant de la Russie au niveau énergétique. C'est la première puissance énergétique du monde. C'est la 6e en PIB, c'est la 6e du monde. C'est le 8e marché intérieur. C'est actuellement une économie, si vous voulez, qui marche bien. 7% de chômage. C'est une économie où dans les BRICS, c'est eux qui ont au niveau du revenu des ménages l'augmentation la plus forte. Deuxièmement, l'Europe est fragile. Elle est fragile au niveau énergie. Alors évidemment, il y a des problèmes que ça. Mais je crois que en ce qui concerne l'Europe, en ce qui concerne la France, on doit bien sûr tenir compte. Il y a des problèmes de droits de l'homme, bien sûr. N'oubliez pas que ce n'était pas une démocratie qui n'a pas existé. N'oubliez pas que c'était d'abord un régime autoritaire du tsar, puis après un régime communiste. Ils ont que 20 ans de démocratie. Mais le choix de François Hollande est le bon. Mais le choix de François Hollande est le bon. Parce que la priorité des priorités, c'est d'arriver à faire une économie. N'oubliez pas que les échanges entre la France et les États-Unis, nous avons investi, nous et la Russie, nous avons investi 7,5 milliards de dollars. Et les Russes n'ont investi que 300 millions. Donc les 300 millions de dollars. Déséquilibrés sur le plan économique. Parce que justement, les Russes ont peur de la France. Parce que fiscalement, si vous voulez, l'insécurité fiscale est terrible. Deuxièmement, nous avons besoin, c'est un pays européen, je le dis parce que la priorité des priorités, bien sûr que ça fait des droits de l'homme, je suis au Conseil de l'Europe, je le sais tout cela, mais franchement, la façon dont les Américains, si vous voulez mettre le point dessus par des réseaux ONG comme la sienne... alors je voulais revenir sur vos propos liminaires, monsieur le sénateur, parce que ici nous avons... Il faut bien sûr que nous, on défende nous avons ici le directeur du bureau français de Human Rights Watch, et vous dites il est à la solde des Américains. Bien sûr, ils sont financés par les Américains, c'est M. Soros qui finance. Monsieur Sardou, répondez. Non, monsieur Potosi-Borgo, s'il vous plaît, non, arrêtez. Mais oui, mais c'est le problème. Je m'insurge bien sûr contre cette accusation tout à fait fallacieuse et inexacte. On est financé par des citoyens du monde, français, allemands, américains, japonais, libanais, des gens du monde entier qui financent Human Rights Watch. Human Rights Watch avec Amnesty sont les deux grandes organisations mondiales de défense des droits de l'homme. On ne défend aucun intérêt, on est indépendant du monde. Monsieur Di-Borgo, j'ai pas l'impression que Barack Obama soit si offensif que ça sur les questions des droits de l'homme quand il rencontre Poutine. Il y a une volonté actuellement. Par les États, mais c'est pas ça. Mais il y a une volonté actuellement. On a des problèmes européens. La Russie est un problème européen. C'est un problème entre l'Europe et la Russie, c'est notre problème. Et c'est vrai que la façon dont d'autres pays regardent ces relations Union européenne-Russie est déstabilisante. Et on le voit très bien. Mais oui, vous le faites. Mais vous l'êtes comme à l'époque les sociétés communistes, vous êtes un petit peu utilisé par ces deux-là. Les membres du Conseil de l'Europe, la France aussi, il y a des principes de base au Conseil de l'Europe. La Russie ne respecte pas, il y a le devoir de la France et de son droit de dire... Au Conseil de l'Europe, on sait ce qu'on a suffisamment demandé au Conseil de l'Europe, c'est qu'avoir des interventions, ce qu'on conteste à la Russie, on le dit régulièrement, je suis membre du Conseil de l'Europe. Bien sûr. Et on le dit. Donc, mais ça, c'est le problème européen. Monsieur Potosi-Borgo, une question toute simple. Voilà. Est-ce que vous regrettez néanmoins que, par exemple, le cas des Pussy Riot n'ait pas été du tout évoqué aujourd'hui? Je pense que monsieur le président Hollande aurait dû l'évoquer. Alors, le problème, c'est vrai que d'affaire des... Bien sûr, attendez, mais le problème, c'est que je vois les ONG américaines qui sont des ONG. Oui, je soutiens. Je dis qu'on a dû regarder cela. Mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les Pussy Riot, il faut bien prendre conscience qu'il y a eu, n'oubliez pas que c'est pendant 70 ans, l'Église russe orthodoxe a été humiliée, des églises entières détruites.
Et il y a une réaction un peu conservatrice, violente conservatrice de cette Église. Et les décisions de cette justice, c'est pas une décision politique, c'est une décision de la culture de ce pays-là. Voilà. Vous recyclez tout cela dans le cadre de cette... Alors, M. Kalikar, on ne l'a pas entendu encore. J'ai pas eu l'occasion. Alors, on vous écoute maintenant sur le système du pouvoir. On sait que les relations ne sont pas très chaudes entre le président français et puis Vladimir Poutine. Alors peut-être que se présenter en redresseur de tort devant lui ne ferait qu'aggraver les choses. Le président Hollande, en fait, a joué la carte de la réelle politique et de la relation bilatérale franco-russe, qui doit être resituée dans son contexte. On vient de loin. Il faut se souvenir de 1999, bombardement de l'OTAN au Kosovo, avec vraiment une glaciation entre les pays de l'OTAN et la France en particulier et la Russie. Tentative de reconstruction de cette relation à l'époque Chirac, qui a été poursuivie sous Sarkozy. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une réelle continuité aujourd'hui du pouvoir socialiste dans le cadre de cette relation bilatérale. C'est vrai, largement axé sur les échanges économiques, parce qu'il y a une demande d'investissement en Russie, c'est une évidence, et qu'en France également, il y a de plus en plus d'investissements russes qu'on cherche également à contrôler. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet, ces investissements, le sujet de la provenance de ces investissements. Alors, on a parlé du régime politique, de la démocratie en Russie. Si vous allez discuter en Russie avec des experts, des journalistes, des géopolitologues, le problème de la démocratie, si vous voulez, n'est pas un problème chez eux. On n'est pas dans une démocratie, on est dans un régime qui est le produit de l'histoire, c'est ce que vous dites. Il y a une aspiration, quand même. Il y a une aspiration, mais ce n'est pas une démocratie, on n'est pas dans la démocratie des Lumières. Mais ces aspirations sont quand même bafouées aujourd'hui. On peut peut-être donner des exemples, alors, de ce qui se passe concrètement. Des faits, il y en a beaucoup. Vous avez des journalistes qui sont passés à tabac, vous avez des représentants d'ONG qui sont envoyés dans des asiles psychiatriques, vous avez tout un tas d'événements. Vous avez de plus en plus de meurtres sur contrat depuis ces 2 dernières années. Vous avez une évasion fiscale galopante. Vous avez un crime organisé qui progresse avec une bulle entre l'économie, le crime organisé, le politique qui se confond. Et à chaque fois, vous, par exemple, vous faites le lien avec le pouvoir en place ? Oui, parce que regardez en novembre dernier. C'est grave. Regardez en novembre dernier le limogeage du ministre de la Défense Serdyukov. Il a été limogé parce que il avait notamment détourné des soldes de militaires à son profit. Voilà, bon, ça c'est quelque chose qui en France paraît invraisemblable, mais qui là-bas se pratique. Alors aujourd'hui, il y a des élus. Anna Politkovskaya, Natalia Stemirova, 2 femmes extraordinaires. Donc c'est très bien que vous disiez que c'est bien une aspiration qui existe dans la société russe. Certains ici le mettent en cause, disent qu'il n'y a pas de vraie culture démocratique en Russie, il n'y a personne qui cherche une société civile. Or justement, la répression qui a augmenté depuis l'an dernier, c'est parce qu'il y avait un début de printemps russe, pour faire très court, au nom que vous avez cité, élections. On pourrait rajouter par exemple celui de M. Magnitsky, c'est ça ? Un ancien avocat, pour lequel en France plusieurs élus se mobilisent. Il y a Jean-Vincent Placé par exemple, le président du groupe écologiste, et puis il y a votre collègue centriste, M. Poto-Diborgo, et il y a Mme Morin-Desailly. Qui s'inquiète. Vous pouvez nous dire un mot sur le sort de la fameuse histoire qu'en réponse à cela, les Russes donc ont bloqué les adoptions par les familles américaines qui voudraient, c'est bien ça, qui voudraient adopter des enfants russes, qui était une filière au sens propre du terme, mais qui existait. Et malheureusement, donc des enfants se retrouvent aujourd'hui victimes de cette conséquence, de cette violation patente des droits de ce monsieur. Là, on parle d'un avocat qui est mort en prison, et pour lequel donc se mobilise un certain nombre de parlementaires français aujourd'hui. Là, je rejoins, c'est vraiment des réseaux. Oui, sur la liberté de manifester, c'est vrai qu'il y a eu des lois restrictives, mais aujourd'hui, c'est un fait. Le pouvoir russe constate qu'il y a des manifestations dans l'ensemble des régions et des grandes villes de Russie. Il est obligé de l'accepter et je pense qu'il l'a compris. Merci à tous les trois d'avoir participé à cet échange. Merci à tous. Le très haut débit maintenant, moteur de développement, c'est l'outil indispensable du web, créateur d'emplois dans les services, le commerce en ligne, la télémédecine également, les champs d'application sont immenses. Or, la France est en retard. La promesse d'une couverture intégrale du pays en très haut débit d'ici 10 ans, c'est celle de François Hollande, suppose de gros efforts d'investissement. Florence Tomaso. Le très haut débit pour tous d'ici à 10 ans, c'est l'engagement de campagne de François Hollande que le gouvernement promet de concrétiser dans les prochaines années. Ainsi, la moitié des Français devraient bénéficier du très haut débit en 2017. Ils seront 100% en 2022,
contre 3% aujourd'hui. Pour que tous les foyers bénéficient de la fibre optique, l'État paiera de sa poche et mettra à contribution les opérateurs privés, mais aussi les collectivités locales. Ces dernières auront un rôle particulier à jouer dans les zones rurales où l'habitat est plus dispersé, soit 43% du territoire, où la couverture est quasiment inexistante. Ce sont ces collectivités qui pourront initier ce projet d'extension du réseau. Seulement, beaucoup d'élus locaux s'inquiètent du financement de ce projet qui s'annonce très coûteux dans les zones les plus isolées. Ils espèrent que le gouvernement respectera l'égalité d'aménagement des territoires, que les opérateurs n'investiront pas que dans les régions les plus rentables financièrement. Enfin, toutes les collectivités locales ne sont pas logées à la même enseigne en matière de budget. Certaines, endettées jusqu'au cou, risquent de ne pas pouvoir financer cette ambition numérique qui pourtant, selon les termes de François Hollande, fera la croissance de demain. Et avec nous donc le sénateur socialiste de l'Oise, Yves Rome, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce rapport parlementaire sénatorial avec votre collègue UMP Pierre Hérisson. Alors un chiffre, tiens, un seul chiffre pour être clair, pour fixer les idées d'emblée. Il y a 21 millions d'abonnés au haut débit et au très haut débit dans notre pays, mais une infime partie simplement uniquement au très haut débit. Hein. Et là, ça pêche. Mais la France a pris un retard considérable en matière d'infrastructure et par voie de conséquence en nombre d'abonnés, dans la mesure où les choix antérieurement arrêtés par le précédent gouvernement avaient confié aux opérateurs les zones les plus rentables, là où existait déjà un très bon débit ADSL, et par voie de conséquence, la migration ne s'est pas opérée. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il existe au cœur de nos grandes villes, et notamment à Paris, de la fibre qui a été déployée et qui n'est pas utilisée. Qui n'est même parfois pas proposée aux habitants des immeubles. C'est exact. Donc c'est un gâchis. Donc il faut, et il a fallu que le gouvernement et que notre rapport analyse quel était l'état de la situation en matière de déploiement de réseau. C'est un échec. L'ancien plan national de très haut débit n'a pas apporté ses fruits, en quelque sorte. Et donc, dans notre rapport, nous avons à la fois constaté ce retard et cet échec. Qui est préjudiciable à l'économie de notre pays, je le disais. Aujourd'hui, toute la valeur de l'économie se crée massivement autour du numérique. Récemment, nous avons analysé avec, ici au Sénat la fiscalité numérique avec le rapport de Philippe Marini, et on voit bien que l'essentiel de la valeur se crée autour de ces fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, et qui plus est, ont des stratégies d'optimisation fiscale et via l'Irlande, avec un petit passage en Hollande, atterrissent aux Bermudes et ainsi privent les États-nations de la possibilité de prélever ce qui est juste et bon pour ensuite contribuer au bien vivre ensemble. C'est pas durable. La part du numérique initial, c'est quand même d'équiper le pays. Et vous avez chiffré, vous, le montant des investissements? Oui, le montant des investissements, selon les études, varie alors entre 20 milliards hypothèse basse et 30 milliards hypothèse la plus haute. Mais pour l'instant, on ne parle que de dépenses. Or, à un moment donné, et je sais que c'est compliqué, mais ces nouvelles infrastructures vont générer à terme des bénéfices, puisqu'il faudra bien qu'une fois déployées, elles soient exploitées. Aujourd'hui, le fil de cuivre de France Télécom, même s'il connaît quelques difficultés liées justement à l'introduction d'un quatrième opérateur qui a bousculé le marché et tiré les prix à la baisse, eh bien, nous sommes devant une situation qui n'est pas tenable. On tire les prix à la baisse et on demande de réaliser de grands investissements. Vous voyez la contradiction. Vous allez faire dresser l'oreille, monsieur le sénateur, parce que je vous comprends. Donc vous dites qu'il faut augmenter le prix des abonnements, et c'est ce que disent les opérateurs historiques comme France Télécom, en disant en France, les tarifs sont trop bas et ne permettent pas les investissements nécessaires. Donc il faut qu'on paye tous. Bien, mais écoutez, je n'ai jamais trouvé un investissement d'avenir qui se soit réalisé gratuitement en claquant des doigts. Et donc, sur cet investissement majeur pour à la fois la compétitivité, l'attractivité des territoires, et puis alors, osons-le, pour un changement de société massif, car l'introduction du numérique dans toutes ses dimensions, de l'éducation en passant par la santé, en passant par le commerce, est en train de bouleverser, mais de manière très forte, dont on ne perçoit pas encore totalement la portée, l'organisation même de notre société, de nos sociétés. Si je vous comprends bien. Nous ne sommes pas dans une accumulation de crises, nous sommes devant un changement de monde. Et il faut le comprendre. Et si nous prenons du retard dans la constitution des réseaux, qui d'ailleurs doivent être parallèlement déployés avec le développement des usages,
qui conditionnera bien sûr la compétitivité et l'attractivité. Alors si je vous comprends bien, l'irruption de Free sur le marché a un petit peu freiné le développement du réseau en très haut débit dans notre pays. Ils ont une responsabilité. Il y a quand même des voix au gouvernement qui disent, Mme Fleur Pellerin, elle est tout à fait satisfaite de voir que Free a fait baisser les prix, elle, par exemple. Hein. Bien, écoutez, on peut parfois avoir des visions pas tout à fait similaires à celles du gouvernement. Moi, nous avons étudié dans le rapport avec Pierre Hérisson, la France est le pays du monde où le coût Internet haut débit ou très haut débit est le plus faible, de 1 à 3,5 par rapport notamment aux États-Unis. Voilà, un constat. Donc à un moment donné, aujourd'hui, le surplus que retirent les consommateurs de la baisse du prix, eh bien, c'est une insulte à l'avenir. Parce que, comme le titre challenge cette semaine, le web booste les emplois de demain. C'est évident, c'est une évidence. Qui ne le comprend pas est en train de commettre une erreur par rapport à l'avenir et par rapport au seul levier dans ce monde difficile de croissance potentielle. Dans ce rapport, ça va rester un vœu pieux, les 20 milliards d'euros. Écoutez, l'investissement, vous les prendrez où? Moi j'observe que le président de la République lui-même, dans cette période où la difficulté est particulièrement importante, a osé, sur le territoire du Limousin, d'aller afficher cette ambition et cette volonté. Je constate avec plaisir, même si le chemin n'est pas complètement éclairé, que le gouvernement et plusieurs dizaines de ministres sont allés aujourd'hui à Cergy-Pontoise plaider pour cette cause. Alors, je vous concède qu'il faudra, en tout cas dans la dimension qui nous préoccupe, nous les collectivités territoriales, que le sujet prospère et que les financements qui vous mettiez aussi, vous, un petit peu d'argent, c'est ce que vous voulez dire. Ah, mais nous en mettons beaucoup, pas un peu, beaucoup. Beaucoup. Il faudra peut-être continuer pour atteindre vos objectifs. Hein. Mais merci. Nous allons continuer avec détermination et audace. Merci, Monsieur Rome, d'avoir été avec nous ce soir. Allez, nous refermons ce journal avec une visite d'un lycée professionnel en compagnie de 4 sénatrices. La délégation aux droits des femmes a voulu en effet constater par elle-même que l'accès de certaines formations restait encore marqué par une forme de sexisme. Rien ne justifie que des métiers soient à dominante masculine, comme le montre le reportage de Nathalie Guillouard. Marine, 17 ans, est en formation au lycée professionnel Hector Guimard en tant que tailleur, ou plutôt tailleuse de pierre, un métier loin d'être commun, surtout quand on est une femme. On m'a souvent dit que c'était fait pour les hommes mais pas pour les filles. Moi je pense que pas besoin d'avoir de la force ou c'est pas forcément pour les hommes du moment que tu aimes bien ce que tu fais. Après tu peux le faire, quoi. Pour son professeur, les filles ont toute leur place dans les métiers dits masculins, mais pas seulement. Les filles ont souvent des aptitudes à la précision, beaucoup plus que les garçons. Et dans une entreprise, il faut toujours un petit peu de tout, des gens qui sont très précis dans leur travail. Ça se passe très bien, en général il y a une bonne ambiance et les filles arrivent un peu à temporiser la testostérone des garçons. C'est donc pour aller à l'encontre de ces stéréotypes que la délégation des femmes du Sénat est venue prendre le pouls dans ce lycée de 600 élèves dont 60 filles. Pour cette présidente de cette délégation, cette faible mixité dans les métiers du bâtiment s'explique par une restriction des femmes à certains métiers. Il faut permettre que des jeunes filles puissent accéder à davantage de familles de métiers, puisque vous savez qu'aujourd'hui elles sont cantonnées dans 12 familles de métiers sur 87, donc c'est très très peu. Éducation, petite enfance, service, les femmes restent souvent cantonnées à ces secteurs, souvent moins valorisés que les métiers dits masculins. À la fin de ce journal, présence féminine à 22h sur Public Sénat avec Sonia Mabrouk, à suivre sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale Génération République. Bonsoir. Le barrage de la Rance a de nombreux effets sur la vie locale. Les gens ont été travailler à Saint-Malo, les gens ont découvert qu'il y avait le Mont-Saint-Michel, ou les gens ont découvert qu'il y avait Paris. Rapprochement des villes de Dinard et Saint-Malo, apparition de moules géantes, installation d'un phoque et pêche écolo de coquilles Saint-Jacques. Ça a permis d'avoir une surface vraiment couverte en permanence par un minimum d'eau. Et pourtant, en 1966, il était surtout question de produire de l'électricité avec les marées de l'estuaire. Les gens ne savent même pas qu'on y produit de l'électricité, c'est-à-dire que c'est ça qui est assez surréaliste. Attention, grands travaux, ce soir à 22h30 sur Public Sénat.